le verre d'eau glacée frappa le visage de Monique Dubois avec une telle violence que l'espace d'un instant, elle ne sut pas si c'était de l'eau ou des larmes qui coulaient en cascade sur ses joues ravinées par le temps et la fatigue. Le choc du froid lui coupa le souffle, et le liquide se mêla à la sueur de sa longue marche, dégoulinant sur son col usé. Ses lunettes, de vieilles montures démodées aux verres épais, furent projetées de son nez et tombèrent sur le sol en marbre italien immaculé. Elles se brisèrent avec un son sec, un craquement cristallin et définitif qui sembla fendre aussi son cœur en deux. Chaque fragment de verre sur le sol poli reflétait la lumière crue des lustres, comme autant de morceaux de son espoir anéanti. Du haut du monumental escalier en colimaçon, Chloé Moreau, sa fille unique, la regardait. Son visage, habituellement maquillé à la perfection, était déformé par une expression de dégoût si pure, si glaciale, que Monique sentit un frisson la parcourir, plus terrible encore que celui de l'eau. C'était un regard qu'une mère ne devrait jamais voir dans les yeux de son enfant, un abîme de mépris que Monique savait qu'elle n'oublierait jamais, même dans ses derniers instants. Chloé portait une robe Chanel de couleur crème, une création d'une simplicité étudiée qui criait son prix exorbitant. Ses pieds étaient chaussés de talons loup-boutin, dont les semelles rouges iconiques semblaient deux taches de sang sur la blancheur du marbre. À son poignet, une montre Cartier scintillait, un bijou dont la valeur dépassait tout ce que Monique avait pu gagner au cours d'une vie entière de labeur acharné, une vie de sacrifice consenti pour cette même fille qui la regardait maintenant comme une ordure. « Comment oses-tu venir ici mendier de la nourriture ?» La voix de Chloé était stridente, emplie d'un venin qui empoisonnait l'air luxueux de la villa. « Mes voisins t'ont vu. Tu me fais honte. Une honte immense. Que vont-ils penser de moi maintenant? Que je laisse ma propre mère traîner dans les rues comme une misérable? » Monique, à 67 ans, le corps tremblant de faim, d'humiliation et de chagrin, put à peine murmurer, sa voix un filet rauque et brisée. « Ma fille Chloé, j'ai seulement faim. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Le garde-manger est vide. Je suis seulement venu te demander un peu de... Je ne suis pas ta fille. » L'interrompit Chloé en descendant les marches d'un pas furieux, le claquement de ses talons sur le marbre résonnant comme des coups de marteau. « Je me suis faite toute seule, tu entends? Toute seule. Toi, tu ne m'as jamais rien donné, à part la pauvreté, la misère et la honte de notre nom. Ce qu'aucune des 2 femmes ne savait, consumées par leur douleur et leur colère, c'est qu'un homme, vêtu d'un blanc immaculé, les observait depuis la rue, de l'autre côté de la grille dorée. Il se tenait là, immobile et silencieux, et ce qui allait se passer dans les heures et les jours à venir changerait leur vie pour toujours, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Pour comprendre comment on en était arrivé à ce moment si douloureux, il nous faut remonter le temps. Au cœur de Lyon, dans le quartier populaire des Pentes de la Croix-Rousse, où les modestes immeubles anciens aux façades délavées se mêlent aux constructions plus modernes, et où l'odeur réconfortante du pain frais des boulangeries parfume les rues pavées dès 5 heures du matin, vivait Monique Dubois. Une femme simple, une femme qui avait dédié chaque battement de son cœur, chaque goutte de sa sueur, chaque fibre de son être à ses enfants. Monique était veuve depuis déjà 15 longues années. Son mari, Pierre Laurent, un homme bon et travailleur, œuvrait sur un chantier de construction lorsqu'une poutre d'acier, mal arrimée, avait glissé et lui avait ôté la vie en une fraction de seconde. Elle s'était retrouvée veuve à 52 ans, seule avec 3 enfants qui dépendaient entièrement d'elle, Chloé, l'aînée, qui venait à peine d'avoir 18 ans et portait déjà en elle les germes d'une ambition féroce, Léo, le cadet de 15 ans, un garçon doux et rêveur, et Lucas, le benjamin de la famille, âgé de seulement 12 ans, encore un enfant. Sans éducation formelle, sans la moindre économie, sans personne sur qui s'appuyer, Monique prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle élèverait ses enfants, quoi qu'il en coûte. Elle devint une ombre laborieuse dans la ville. Elle se levait à 4 heures du matin, avant même le chant des premiers oiseaux, pour préparer des piles de crêpes qu'elle vendait au coin de sa rue aux ouvriers matinaux. À 7 heures, alors que la ville s'éveillait, elle était déjà en train de faire le ménage dans les riches appartements de la presqu'île, à genoux sur des parquets qu'elle faisait briller pour d'autres. À 3 heures de l'après-midi, on la trouvait dans sa petite cour, lavant le linge des autres dans une grande bassine d'eau savonneuse. Et le soir, bien après que ses enfants se soient endormis, elle cousait des vêtements pour une usine de confection qui la payait quelques centimes par pièce, ses doigts piqués et endoloris sous la faible lumière d'une ampoule nue. Ses mains, autrefois douces, se couvrirent de callosité, son dos se courba sous le poids de la fatigue perpétuelle, ses genoux enflèrent à force de s'agenouiller pour récurer les sols des autres. Mais jamais, au grand jamais, elle ne se plaignit. Seigneur, priait-elle chaque nuit avant de s'effondrer dans un sommeil trop court,
donne-moi la force pour que mes enfants ne souffrent jamais ce que j'ai souffert. Qu'ils aient une éducation, qu'ils aient un avenir meilleur que le mien. Et Dieu semblait l'entendre, car malgré leur dénuement, ces enfants ne connurent jamais la faim la plus cruelle, ne manquèrent jamais l'école par manque d'uniforme ou de fournitures. Monique s'assurait qu'il y ait toujours des haricots blancs et une bonne baguette sur la table, même si elle-même devait souvent se contenter du bouillon clair, se disant que le goût suffisait à la nourrir. Chloé, depuis son plus jeune âge, fut différente. Elle possédait une ambition féroce, un feu dans les yeux qui disait « Je ne finirai pas comme ma mère ». Elle n'était pas naturellement affectueuse, elle serrait rarement Monique dans ses bras. Quand ses camarades d'école venaient lui rendre visite dans leur petit appartement, Chloé mourait de honte. Honte de leur modeste logement, des murs défraîchis, de la salle de bain partagée avec 3 autres familles sur le palier. « Maman, disait-elle avec un agacement qui perçait le cœur de Monique, pourquoi n'avons-nous pas un bel appartement comme celui d'Élise? Pourquoi ça sent toujours les haricots blancs ici? » Monique souriait seulement, un sourire teinté d'une infinie tristesse, et lui caressait les cheveux. « Un jour, ma chérie, un jour, tu auras tout ce que tu mérites. Je m'en chargerai. » Et elle tint sa promesse. Quand Chloé termina le lycée avec d'excellentes notes, Monique remua ciel et terre pour lui obtenir une bourse à l'université de Lyon. Elle enchaîna les gardes de nuit, nettoyant des bureaux vides et silencieux, pour lui payer les livres, le transport, et ce petit extra pour qu'elle puisse manger à la cafétéria avec ses amis. Chloé étudia la gestion d'entreprise, obtint son diplôme avec mention, et trouva rapidement un emploi dans une grande société. Un jour, elle rentra à la maison avec une nouvelle qui allait tout changer. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un, dit-elle, affichant un sourire que Monique ne lui avait pas vu depuis des années. Il s'appelle Stéphane Bernard. C'est un homme d'affaires. Il possède 3 concessions automobiles. » Monique ressentit à la fois une immense joie et une peur sourde. De la joie, car sa fille semblait avoir trouvé l'amour. De la peur, car dans les yeux de Chloé, elle vit quelque chose qui ne lui plut pas, de l'ambition pure, pas de l'amour véritable. Stéphane était un homme de 35 ans, divorcé, avec 2 enfants de son premier mariage. Il était bel homme, prospère, et habitué à obtenir tout ce qu'il voulait. Chloé, à 24 ans à peine, le voyait comme son billet de sortie, son passeport pour échapper à la pauvreté qu'elle exécrait tant. Ils se marièrent 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie ostentatoire dans un grand hôtel de luxe à Lyon. Monique y assista, perdue au milieu du faste, portant le même châle bleu qu'elle utilisait pour aller à la messe, car elle n'avait pas d'argent pour s'acheter une nouvelle robe. Chloé la présenta à peine à ses riches invités, et quand elle le faisait, elle disait d'un ton distant « Voici ma mère », non pas « ma maman » avec affection, mais « ma mère » avec une distance qui était comme une gifle. Après le mariage, Chloé et Stéphane emménagèrent dans une grande villa dans un domaine privé à Écully. Une maison de 3 étages avec un jardin paysager, une piscine scintillante, un court de tennis et un garage pouvant accueillir 5 voitures de luxe. Monique ne la vit qu'une seule fois. C'était lorsque Chloé venait d'emménager et avait besoin d'aide pour déballer des cartons. « Viens, maman, lui dit-elle au téléphone, j'ai besoin que tu m'aides avec quelques trucs. » Monique arriva, le cœur gonflé d'excitation, pensant que sa fille allait enfin l'inclure dans sa nouvelle vie opulente. Elle passa la journée entière à nettoyer, ranger, organiser l'immense cuisine de sa fille, une cuisine plus grande que son propre appartement. À la fin de la journée, alors que la nuit tombait et que Monique espérait qu'on lui offre au moins un verre d'eau, Chloé lui tendit un billet de 20 €. « Merci pour ton aide, lui dit-elle, comme si elle s'adressait à une femme de ménage. Monique sentit un poignard lui transpercer la poitrine, mais elle ne dit rien. Elle prit l'argent, car elle en avait désespérément besoin, et rentra chez elle à pied, pleurant en silence tout le long du chemin. À partir de ce jour, Chloé commença à disparaître de sa vie. Elle ne répondait plus à ses appels. Elle ne venait plus lui rendre visite. Quand Monique parvenait à la joindre, elle avait toujours une excuse. « Je suis occupée, maman. J'ai une réunion importante. Stéphane et moi avons des projets. » Les mois passèrent, puis les années. Léo, son autre fils, déménagea à Marseille pour le travail. Lucas, le plus jeune, mourut tragiquement dans un accident de moto, un drame qui brisa Monique en 1000 morceaux. Et soudain, à 67 ans, Monique se retrouva complètement seule. Sa maigre pension de veuve était d'à peine 280 € par mois. Le loyer de son petit appartement dans l'immeuble ancien était de 150 €.
Il lui restait 130 € pour la nourriture, l'électricité, l'eau, le gaz, et les médicaments pour son diabète et son hypertension. Cela ne suffisait jamais. Elle commença à ne manger qu'une fois par jour, puis tous les 2 jours. Ses voisines, des femmes aussi modestes qu'elle mais au grand cœur, lui donnaient parfois une assiette de soupe ou des restes, mais Monique était fière et n'aimait pas demander. « Seigneur, priait-elle chaque nuit, le ventre vide, je te demande seulement de me donner la force pour un jour de plus, rien de plus. » Mais Dieu semblait ne pas l'entendre. Ou peut-être l'écoutait-il, et préparait-il quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Le matin du 3 octobre, le ciel était d'un gris maussade sur Lyon. Monique n'avait rien mangé depuis 2 jours. Ses mains tremblaient de faiblesse. Elle sentait que ses jambes ne la soutenaient plus. Elle se regarda dans le petit miroir fissuré et vit le visage d'une vieille femme aux yeux caves, aux pommettes saillantes, aux lèvres sèches et craquelées. « Je n'en peux plus », murmura-t-elle à son propre reflet. « Il faut que je demande de l'aide à Chloé. C'est ma fille, après tout. Elle ne peut pas me refuser une assiette de nourriture. » Elle enfila son châle bleu, le même qu'elle avait utilisé pour porter Chloé quand elle était bébé, et marcha pendant près de 2 heures sous un soleil d'octobre étonnamment implacable, jusqu'au domaine privé à Écully. Le gardien de sécurité, un jeune homme d'environ 25 ans, la regarda avec méfiance depuis sa guérite climatisée. « Vous cherchez qui, madame ? » ? « Ma fille, Chloé Moreau. »« Elle habite au numéro 47, » répondit Monique d'une voix faible. Le gardien haussa un sourcil. Il connaissait madame Moreau. Elle arrivait toujours dans sa Mercedes-Benz blanche, avec ses lunettes de soleil Gucci et son sac Louis Vuitton. Cette vieille femme avec son châle usé et ses sandales élimées ne semblait avoir aucun lien avec elle. « Laissez-moi l'appeler, » dit-il d'un ton sceptique. Il composa le numéro de la villa. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que quelqu'un ne réponde. « Allô ?» C'était la voix agacée de Chloé. « Madame Moreau, il y a une dame à l'entrée qui dit être votre mère. » Il y eut un long silence tendu. « À quoi ressemble-t-elle » demanda Chloé, sa voix devenue glaciale. « Eh bien c'est une dame âgée, avec un châle bleu, d'environ. » « Dites-lui que je ne suis pas là, » l'interrompit Chloé. « Mais, madame, elle dit que c'est votre. »« Que je ne suis pas là !» cria Chloé avant de raccrocher violemment. Le gardien regarda Monique avec un mélange de pitié et de honte. « Je suis désolé, madame. Elle dit qu'elle n'est pas là. » Monique sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Les larmes commencèrent à rouler sur ses joues. « S'il vous plaît, jeune homme, supplia-t-elle, dites-lui que j'ai seulement besoin que je viens juste demander un peu de nourriture. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Juste ça, je vous en supplie. » Le gardien, ému par le désespoir dans les yeux de cette vieille femme, recomposa le numéro. « Madame Moreau, la dame dit qu'elle vient vous demander à manger, qu'elle n'a pas mangé depuis. »« Quoi ?» explosa Chloé à l'autre bout du fil. « Cette vieille vient me faire honte devant tout le quartier. Laissez-la entrer. Je vais lui donner ce qu'elle mérite. » Le gardien ouvrit la grille et Monique entra d'un pas lent et lourd. Elle marcha dans les rues impeccables du domaine, où chaque villa ressemblait à un palais et chaque jardin à une carte postale. Les voisins la regardaient depuis leurs fenêtres avec méfiance, comme si sa pauvreté était une maladie contagieuse. Elle arriva au numéro 47. La villa de Chloé était la plus grande de toutes. 2 étages de pierre de taille beige, d'immenses fenêtres au cadre en aluminium noir, une fontaine dans le jardin de devant et une Mercedes-Benz blanche garée dans l'allée. Monique sonna. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. La porte s'ouvrit brusquement. Chloé apparut, le visage rouge de colère, vêtue d'un ensemble de sports de créateur qui coûtait probablement plus que 3 mois de pension de Monique. « Comment oses-tu venir ici » lui lança-t-elle sans même la saluer. « Ma fille, je voulais juste. »« Ne m'appelle pas ma fille !» cria Chloé, jetant un coup d'œil dehors pour vérifier qu'aucun voisin ne regardait. « Entre vite avant que quelqu'un ne te voie. » Elle tira Monique par le bras avec une force surprenante et la fit entrer dans la maison, claquant la porte derrière elle. Et ce fut là, dans ce hall d'entrée en marbre italien, sous des lustres en cristal et entouré de tableaux hors de prix, que tout explosa. « Qu'est-ce que tu veux » demanda Chloé, les bras croisés. « Ma fille » Monique pouvait à peine parler tant elle étouffait de chagrin.
Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Je suis seulement venu te demander un peu de nourriture. N'importe quoi. Un morceau de pain, quelques haricots. Chloé laissa échapper un rire amer et cruel. Sérieusement? Tu viens jusqu'ici mendier de la nourriture comme une clocharde? Je ne mendie pas, ma fille. Tu es ma fille. Je te demande juste. Je ne suis pas ta fille. Cria Chloé. Et dans ses yeux, Monique vit une haine qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je me suis faite toute seule. Toi, qu'est-ce que tu m'as donné? La pauvreté, la honte. Un logement minable qui sentait les haricots blancs toute la journée. Ma fille, s'il te plaît, Monique se mit à pleurer. J'ai travaillé toute ma vie pour que tu puisses étudier. Pour que tu... Tais-toi. Chloé monta les escaliers en courant et revint avec un grand verre rempli d'eau glacée. C'est ça que tu es venu chercher? De la nourriture? Et sans crier gare, elle lui jeta l'eau directement au visage. L'eau froide frappa Monique avec une telle force que ses lunettes s'envolèrent et s'écrasèrent sur le sol en marbre, se brisant en 1000 morceaux. Dégage d'ici, vieille affamée! Cria Chloé en montrant la porte. Ne reviens jamais. Tu n'es rien pour moi. Tu me dégoûtes. Monique, tremblante, humiliée, l'eau dégoulinant sur son visage et se mêlant à ses larmes, ramassa ses lunettes cassées du sol, fit demi-tour et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Que Dieu te pardonne, ma fille, murmura-t-elle d'une voix brisée. Parce que moi, je t'aimerai toujours. Elle sortit de cette maison le cœur dévasté. Mais ce qu'aucune des deux ne savait, c'est qu'un homme vêtu de blanc les avait observés tout ce temps depuis la rue. Un homme aux yeux remplis d'une insondable compassion. Un homme qui était sur le point de rendre justice d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Monique marchait dans les rues du domaine privé à Écully comme un fantôme. L'eau dégoulinait encore de son châle, de son chemisier usé, de son visage ridé inondé de larmes qu'elle ne pouvait plus contenir. Ses lunettes cassées pendaient, inutiles, à sa main tremblante. Les voisins qui arrosaient leur jardin ou lavaient leur voiture de luxe la regardaient passer avec un mélange de curiosité et de mépris. Une femme en jogging de marque, avec des écouteurs sans fil, sortit même son téléphone et la prit en photo, comme si Monique était un spectacle, un animal dans un zoo. Le gardien de sécurité qui l'avait laissé entrer la vit sortir et baissa les yeux, honteux. Il voulut lui dire quelque chose, lui offrir ne serait-ce qu'une excuse, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Monique arriva sur l'avenue principale. Le soleil d'octobre tapait fort. Elle n'avait pas d'argent pour le bus. Elle devrait rentrer à pied jusqu'à son vieux quartier des Pentes de la Croix-Rousse, presque 2 heures de marche sous une chaleur écrasante, sans avoir mangé, sans force, le cœur en miettes. Elle commença à marcher. 1, 2, 3 pas, chacun plus lourd que le précédent. Ses jambes tremblaient, sa vue se brouillait, son estomac lui faisait si mal qu'elle dut s'arrêter et s'appuyer contre un lampadaire. « Seigneur, murmura-t-elle en regardant le ciel, je n'en peux plus. Si tu veux me prendre avec toi, prends-moi maintenant. Je ne veux plus continuer à souffrir. » Elle ferma les yeux, attendant. Quelque chose. Peut-être une crise cardiaque, peut-être un évanouissement dont elle ne se réveillerait pas. N'importe quoi qui mettrait fin à cette douleur insupportable. Mais quand elle rouvrit les yeux, elle vit quelque chose qui la déconcerta. À quelques mètres de distance, assis sur un banc de bus, il y avait un homme vêtu entièrement de blanc. Pantalon blanc, chemise blanche, sandales blanches. Même son chapeau était blanc, comme ceux que portaient les paysans français d'autrefois. L'homme la regardait avec une expression de compassion si profonde que Monique sentit son cœur se serrer encore plus. « Vous allez bien, madame ?» demanda l'homme d'une voix douce, chaleureuse comme une étreinte. Monique essuya ses larmes avec la manche de son chemisier mouillé. « Oui, oui, jeune homme. Je suis juste fatigué. » L'homme se leva du banc et s'approcha d'elle. Ses yeux, il y avait quelque chose dans ses yeux. Ils étaient d'un brun profond, remplis d'une lumière que Monique ne pouvait expliquer. « Vous avez faim ?» dit l'homme. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Monique hocha la tête, incapable de mentir face à ce regard. « Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé » avoua-t-elle avec honte. « Mais ne vous inquiétez pas, jeune homme, je suis sur le chemin de ma maison. » L'homme sourit avec tristesse.
Venez avec moi, lui dit-il. Je connais un endroit tout près où nous pouvons manger quelque chose. Oh non, jeune homme, je n'ai pas d'argent pour. C'est moi qui régale, l'interrompit l'homme avec une douce fermeté. S'il vous plaît, je serais très heureux de partager mon repas avec vous. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme qui rendait impossible de lui dire non. Une autorité mêlée de tendresse, comme s'il ne demandait pas une faveur mais en offrait une. Monique, épuisée, affamée, émotionnellement anéantie, accepta. Ils marchèrent ensemble sur environ 4 pâtés de maison jusqu'à un petit bistrot simple nommé « Le Bon Samaritain ». L'enseigne était à moitié effacée, mais l'odeur de pot-au-feu et de bon pain frais qui s'en dégageait fit gargouiller l'estomac de Monique de désespoir. Ils entrèrent. L'endroit était presque vide. Madame Colette, la propriétaire du bistrot, une femme robuste d'une 60aine d'années avec un tablier à fleurs, les accueillit avec un immense sourire. « Entrez, entrez. Asseyez-vous où vous voulez. » Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. L'homme en blanc commanda 2 menus du jour. Quand Madame Colette apporta les assiettes fumantes, Monique ne put retenir ses larmes qui se remirent à couler sur ses joues. « Merci, jeune homme, murmura-t-elle. Merci. Vous ne savez pas ce que cela signifie pour moi. » L'homme en blanc lui prit doucement la main. « Avant de manger, me permettez-vous de faire une prière ?» Monique acquiesça. L'homme ferma les yeux et, d'une voix sereine, il dit, « Père Céleste, merci pour cette nourriture. Bénis cette femme qui a tant souffert. Rappelle-lui qu'elle n'est jamais, jamais seule. Que tu pourvois toujours, que tu vois toujours, et que même si le monde la rejette, tu ne l'abandonneras jamais. Amen. » Amen, répéta Monique d'une voix brisée. Elle commença à manger. Chaque cuillerée de bouillon était comme un baume pour son corps et son âme. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait pas goûté de nourriture chaude, de la vraie nourriture faite avec amour. L'homme en blanc mangeait lentement, l'observant avec tendresse. « Racontez-moi ce qui s'est passé, » lui dit-il après quelques minutes. « Pourquoi êtes-vous sorti de cette maison en pleurant et trempé ?» Monique hésita. Elle ne connaissait pas cet homme, mais il y avait quelque chose en lui qui inspirait une confiance absolue. Alors, elle lui raconta tout. Elle lui parla de son mari décédé, de ses années de sacrifice, de la manière dont sa fille l'avait effacé de sa vie, et de ce qui venait de se passer dans cette grande villa. « Elle m'a jeté de l'eau au visage, » dit Monique. « Ma propre fille. Elle m'a traité de vieille affamée. Elle m'a dit que je la dégoûtais. » L'homme en blanc écoutait en silence, ses yeux remplis d'une profonde tristesse. « Et savez-vous ce qui me fait le plus mal, jeune homme ?» Continua Monique. « C'est que je continue de l'aimer. Malgré tout. Malgré le rejet, l'humiliation, la haine dans ses yeux, je continue de l'aimer parce que c'est ma fille. Et une mère n'arrête jamais d'aimer ses enfants, même s'il la déteste. » L'homme en blanc hocha lentement la tête. « Le véritable amour n'attend rien en retour, » dit-il d'une voix douce. « Vous le savez bien. Car c'est ainsi que Dieu nous aime, nous. Même si nous le rejetons, même si nous l'ignorons, il reste là, à attendre, les bras ouverts. » Monique le regarda fixement. « Vous croyez que Dieu m'aime encore, jeune homme ? Parce que parfois, j'ai l'impression qu'il m'a abandonné. » L'homme en blanc sourit avec une douceur infinie. « Dieu n'oublie jamais ses enfants, Monique. Jamais. » Monique sentit un frisson. Comment cet homme connaissait-il son nom? Elle ne le lui avait jamais dit. « Comment saviez-vous que je m'appelle Monique ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme ne répondit pas. Il se contenta de sourire. Ils finirent de manger. L'homme en blanc paya généreusement. Ils sortirent du bistrot. Le soleil commençait à se coucher. « Maintenant, je vais vous raccompagner chez vous, » dit l'homme en blanc. Ils marchèrent ensemble dans les rues de Lyon. Ils arrivèrent dans le vieux quartier des Pentes de la Croix-Rousse, devant l'immeuble de 2 étages aux murs décrépits. « C'est ici que je vis, » dit Monique. L'homme en blanc regarda l'endroit sans jugement. « Puis-je entrer un moment ?» demanda-t-il. Monique fut surprise, mais acquiesça. Elle ouvrit la porte de sa petite chambre. Elle était minuscule, un vieux lit, une chaise en bois, une petite cuisinière, une image de la Vierge Marie accrochée au mur. C'était tout.
L'homme en blanc entra et observa tout avec attention. Puis il se tourna vers Monique. « Je veux que vous me fassiez une promesse, » lui dit-il. « Promettez-moi que vous n'allez pas abandonner. Que vous n'allez pas perdre la foi, parce que très bientôt, vous allez voir la main de Dieu agir dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez imaginer. » Monique sentit une étincelle d'espoir. « Je vous le promets, » murmura-t-elle. L'homme en blanc sourit, posa sa main sur sa tête comme pour la bénir. « Dieu vous aime, Monique. Et ce que votre fille vous a fait aujourd'hui ne restera pas sans réponse. La justice divine arrive toujours. Toujours. » Sur ces mots, il se dirigea vers la porte. « Attendez, jeune homme. » dit Monique. « Je ne connais même pas votre nom. » L'homme s'arrêta sur le seuil. La lumière du crépuscule l'entourait comme un halo doré. Il se retourna une dernière fois et, avec un sourire qui semblait contenir tous les secrets de l'univers, il répondit « On m'appelle de bien des manières, Monique. Mais vous, vous pouvez m'appeler ami. » Et avant que Monique ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'homme en blanc sortit et disparut. Monique courut à la porte, mais il n'était plus là, comme s'il s'était volatilisé. Cette nuit-là, Monique dormit le ventre plein pour la première fois depuis des jours et rêva d'un homme vêtu de blanc qui la serrait dans ses bras. Mais pendant que Monique reposait en paix, dans la grande villa à Écully, la justice divine, silencieuse mais implacable, commençait son œuvre. Cette même nuit, après avoir chassé sa mère, Chloé Moreau s'assit dans son salon face à son mari, Stéphane. Le salon était impressionnant, canapé en cuir italien, télévision de 75 pouces, sol en marbre. Stéphane, un homme de 42 ans aux cheveux gominés, buvait un verre de vin. « Que s'est-il passé aujourd'hui » demanda-t-il sans lever les yeux de sa tablette. « Le gardien m'a dit que ta mère était venue. » Chloé sentit le sang lui monter à la tête. « Oui, elle est venue mendier de la nourriture comme une clocharde. Tu imagines ? Devant les voisins. » Stéphane la regarda enfin. « Et qu'est-ce que tu as fait ? » Je l'ai chassée. Je lui ai dit de ne plus jamais revenir. Stéphane laissa échapper un rire sec. « Tu es dur. C'est ta mère. » « Ne viens pas me faire la morale, Stéphane, » répondit Chloé avec irritation. « Toi aussi, tu as coupé les ponts avec ta famille. » Stéphane haussa les épaules et retourna à sa tablette. Leur mariage n'était pas de l'amour, c'était un accord. Chloé monta prendre une douche. L'eau chaude coulait sur sa peau, mais elle avait froid, un froid qui venait de l'intérieur. Elle ferma les yeux, mais la seule chose qu'elle voyait était le visage de sa mère, ses lunettes brisées sur le sol, sa voix cassée disant « Que Dieu te pardonne, ma fille. » Elle se frotta avec plus de force, comme pour effacer cette image de son esprit, mais elle n'y parvenait pas. Elle se glissa dans son lit, mais ne put dormir. Chaque fois qu'elle était sur le point de s'endormir, elle voyait le visage de sa mère. Elle l'entendait dire « Ma fille, j'ai seulement faim. » Les jours suivants furent étranges. Chloé essayait de continuer sa vie normale, mais quelque chose avait changé. La nourriture n'avait plus le même goût. Ses amis parlaient de chirurgie esthétique et de sacs de créateurs, et Chloé ressentait un vide immense. Un soir, elle resta plantée devant son réfrigérateur rempli de mets délicats, et la seule chose à laquelle elle pouvait penser était « Ma mère n'a pas mangé depuis je ne sais combien de jours. » Elle essaya de se distraire, mais à la télévision, elle ne voyait que des scènes de familles heureuses, de mère et de fils s'étreignant. Elle savait que c'était un mensonge de dire que sa mère ne lui avait rien donné. Monique avait toujours été là. Quand Chloé avait eu la varicelle, quand un garçon l'avait rejetée, quand elle avait eu besoin d'argent pour l'université. Monique avait toujours été là. Et Chloé lui avait jeté de l'eau au visage. Cette nuit-là, à 4 heures du matin, elle descendit à la cuisine pour boire de l'eau. Elle alluma la lumière et resta figée. Sur la table de la salle à manger, il y avait un châle bleu. Le même châle bleu que portait sa mère. Elle s'approcha, tremblante. C'était réel. Et sous le châle, il y avait une note manuscrite, « L'amour d'une mère ne meurt jamais. Même rejeté, même piétiné, il est toujours là, à attendre. Jusqu'à quand continueras-tu à fuir ton cœur ?» Chloé laissa tomber la note. « Qui a laissé ça ici ?» murmura-t-elle, mais elle sentit une présence qui l'observait, pas avec jugement, mais avec tristesse. Elle se cacha sous ses couvertures,
terrifiée, et ne dormit pas de la nuit. Le lendemain, elle avait une mine affreuse. Les choses étranges continuèrent. Elle entendait la voix de sa mère, voyait son reflet humilié dans le miroir. Un après-midi, chez l'esthéticienne, une jeune femme nommée Manon lui dit « Ce serait chouette d'amener votre maman un jour. La mienne est décédée, et je donnerais n'importe quoi pour pouvoir l'amener ici, ne serait-ce qu'une fois. » Les mots de Manon se plantèrent dans le cœur de Chloé comme un couteau. Ce soir-là, alors qu'elle dînait seule, les lumières de la maison se mirent à clignoter. Et dans le salon, assis sur le canapé, il y avait un homme vêtu entièrement de blanc. Chloé cria. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré chez moi ?» L'homme la regarda avec des yeux remplis de compassion. « Chloé, dit-il d'une voix douce mais ferme, nous devons parler. Je vais appeler la police. » « Appelle si tu veux, » répondit l'homme calmement, « mais ils ne pourront pas t'aider avec ce qui t'arrive vraiment. » Quand la lumière éclaira son visage, Chloé sentit ses jambes trembler, car elle avait déjà vu ce visage dans des tableaux, dans des églises, sur les images que sa mère avait dans son humble logement. « Vous ne pouvez pas être. » L'homme sourit avec tristesse. « Assieds-toi, Chloé. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Chloé s'assit, tremblante. « Qui êtes-vous ? » « Je suis celui qui connaît chaque décision que tu as prise, Chloé. Chaque larme que tu as versée, et chaque larme que tu as fait verser. Ceci est réel. Aussi réel que la douleur que tu as causée à ta mère. J'ai tout vu. J'ai vu comment tu lui as jeté de l'eau au visage. J'ai vu comment elle a demandé à Dieu de la prendre avec lui, car elle ne supportait plus la douleur. Et j'ai aussi vu comment, ce même soir, elle s'est agenouillée et a prié pour toi. Elle a demandé à Dieu de te bénir. Pas un seul mot de rancune. Seulement de l'amour. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Chloé. « Pourquoi me dites-vous tout ça? Je suis celui qui connaît la valeur d'une mère, car moi aussi, j'en ai eu une. » L'homme étendit ses mains, et sur ses poignets, Chloé vit des cicatrices. « Jésus, » murmura-t-elle en tombant à genoux. « Vous êtes Jésus. » L'homme hocha lentement la tête. « Oui, Chloé, c'est moi. Et je suis venu parce que ta mère m'a appelé. Pas avec des mots. Avec des larmes. Et les larmes d'une mère arrivent toujours, toujours jusqu'au ciel. Pardonnez-moi, sanglota Chloé. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Demanda Jésus. Tu ne savais pas que ta mère se privait de manger pour que tu puisses manger? Tu ne savais pas qu'elle a détruit sa santé pour te payer l'université? Ou le savais-tu, mais tu as décidé de l'ignorer? Il toucha doucement son front. Je vais te montrer quelque chose. Soudain, Chloé n'était plus dans son salon. Elle était dans le passé, invisible. Elle vit sa mère, plus jeune, s'agenouiller pendant des heures pour frotter les sols des riches. Elle la vit rentrer épuisée et prier pour ses enfants endormis. Elle se revit elle-même, adolescente, rejeter avec mépris un appel de sa mère. Elle se vit à l'hôpital, où sa mère était faible et malade, la quittant pour un rendez-vous important. Et elle se vit à son propre mariage, ignorant sa mère assise seule au fond de la salle. « Assez !» cria-t-elle, et elle fut de retour dans son salon. « J'ai été une fille terrible. »« Tu as été une fille qui a oublié d'où elle venait, » corrigea Jésus. « Une fille qui a échangé l'amour contre l'ambition. »« Que puis-je faire ?» pleura Chloé. « T'humilier. Aller voir ta mère, lui demander pardon à genoux, et pas seulement avec des mots, mais avec des actions. »« Je le ferai. J'irai dès demain. »« Bien, » dit Jésus, « parce que ta mère n'a plus beaucoup de temps. Elle est très malade, Chloé. Des années de travail excessif, de mauvaise alimentation et de stress ont détruit son corps. Si tu ne prends pas soin d'elle bientôt, tu vas la perdre. » Le monde de Chloé s'écroula. « Tu as une chance de te racheter. Utilise-la sagement. » Et sur ce, il disparut. Chloé resta seule, pleurant. Il était 2h30 du matin. Elle ne pouvait pas attendre. Elle enfila un jean, prit les clés de sa Mercedes-Benz, et conduisit à toute vitesse vers la Croix-Rousse, avec une seule question en tête, arriverai-je à temps? Elle gara la voiture devant l'immeuble délabré et courut vers la porte de sa mère. Elle frappa avec désespoir. « Maman! Maman, ouvre! »
C'est moi, Chloé. La porte s'ouvrit lentement. Monique se tenait là, encore plus maigre, plus fragile. Mais quand elle vit sa fille en larmes, ses yeux s'illuminèrent. Chloé. Chloé se jeta dans ses bras. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi. J'ai été une fille horrible. Monique, malgré sa faiblesse, la serra fort. Chut, ma chérie. Tu es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Je ne mérite pas ton pardon. Écoute-moi bien, dit Monique, ses propres yeux remplis de larmes. Tu seras toujours ma fille. Toujours. L'amour d'une mère ne s'épuise jamais. Je te pardonne. Mère et fille s'étreignirent là, sur le sol froid, pleurant et guérissant ensemble. Chloé fit entrer sa mère. La réalité de la pauvreté de la pièce la frappa comme un marteau. C'est fini, dit-elle avec fermeté. Aujourd'hui même, tu viens vivre avec moi. Nous allons t'emmener au meilleur hôpital, et je vais prendre soin de toi. Monique pleura, mais cette fois, de joie. À ce moment, Chloé sentit une présence. Jésus se tenait sur le seuil, souriant. Monique, dit-il, ta foi a été entendue au ciel. Et toi, Chloé, tu as fait le pas le plus important. C'est le début de ta transformation. Il se tourna vers Monique. Ta mère ne va pas mourir. Je vais la guérir. Il les bénit toutes les deux et disparut dans la nuit. Rentrons à la maison, maman, dit Chloé. Notre maison. Quand elles arrivèrent à la villa, Stéphane était réveillé. En voyant Monique et la paix dans les yeux de sa femme, il comprit. Bienvenue, madame, dit-il avec un sourire sincère. Vous êtes ici chez vous. Les jours suivants furent une transformation totale. Chloé emmena sa mère au meilleur hôpital. Avec un traitement et l'amour de sa fille, Monique commença à aller mieux. Chloé passait des heures à discuter avec elle, à la connaître vraiment. 3 semaines plus tard, elle organisa un dîner et invita les mêmes voisines qui avaient été témoins de l'humiliation. Je vous présente ma mère, dit Chloé avec fierté, la femme la plus courageuse, la plus forte et la plus aimante que je connaisse. Et tout ce que je suis, c'est grâce à elle. Les voisines furent stupéfaites. Plus tard, dans le jardin, Monique dit, j'ai prié Dieu pendant des années pour qu'il touche ton cœur, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il enverrait son propre fils pour le faire. Il m'a sauvé, maman, répondit Chloé. Il m'a sauvé de la perte de la seule chose qui compte vraiment, l'amour. 3 mois s'étaient écoulés. Monique était métamorphosée. Chloé lui préparait son petit déjeuner chaque matin, un honneur qu'elle chérissait. Un jour, Monique demanda à retourner à la Croix-Rousse pour dire au revoir à ses anciennes voisines. Elles y allèrent. Monique, radieuse, raconta le miracle à ses amis en larmes. Chloé s'avança. Je veux vous demander pardon à toutes. Vous avez pris soin de ma mère quand je l'ai abandonnée. Vous lui avez donné à manger quand je la laissais mourir de faim. Les voisines, émues, l'entourèrent dans une étreinte collective. En sortant, Chloé vit un vieil homme sur un banc, tremblant de froid. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous faim? L'homme leva les yeux. Oui, mademoiselle. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Les mêmes mots que sa mère. Venez avec moi, dit Chloé. Elles l'emmenèrent au Bon Samaritain. Madame Colette les accueillit avec joie. Le vieil homme, monsieur Jean, leur raconta sa vie de solitude. Chloé lui donna de l'argent et de l'aide. N'abandonnez pas, lui dit-elle. Dieu ne vous a pas abandonné. Quand monsieur Jean fut parti, madame Colette leur dit, vous savez, l'homme en blanc qui est venu avec vous, madame Monique, il m'a dit, chaque fois que tu nourris quelqu'un qui a faim, c'est moi que tu nourris. Elle leur raconta qu'après son passage, une femme atteinte d'un cancer en phase terminale avait été miraculeusement guérie. Ce soir-là, Monique dit à Chloé, cette nuit où tu m'as jeté de l'eau a été la plus douloureuse de ma vie. Mais ce fut aussi la nuit qui nous a sauvés toutes les deux. Car cette douleur nous a menés jusqu'ici. 2 ans plus tard, Chloé et Stéphane transformèrent une partie de leur grande villa en un refuge pour les personnes sans abri. Monique, complètement rétablie, coordonnait le refuge avec sa fille. Elle nourrissait 30 personnes chaque jour, leur offrait de l'espoir et leur racontait leur histoire, un témoignage que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Un dimanche après-midi,
Un homme vêtu d'habits modestes s'approcha de la file. Quand son tour arriva, Chloé lui servit une assiette. L'homme la regarda dans les yeux et sourit. Et dans ce sourire, Chloé reconnut cette lumière, cette paix, cet amour infini. « Merci, » dit l'homme d'une voix douce. « De rien, » répondit Chloé. « C'est un honneur de vous servir. » L'homme s'assit, et quand Chloé et Monique se retournèrent, il avait disparu. Son assiette était vide. Elles s'étreignirent, pleurant de gratitude, car elles connaissaient la vérité. Jésus n'était jamais parti. Il est toujours là, attendant que nous ouvrions nos yeux, attendant que nous ouvrions nos cœurs, attendant que nous reconnaissions que chaque personne qui souffre, c'est lui. Et quand nous servons le plus petit de ses frères, c'est lui que nous servons.